En mars 1965, 3500 marines américains débarquèrent dans le port de Da Nang, l'enclave portuaire la plus importante du centre-sud du Vietnam. Cette arrivée marqua le passage décisif d'une présence limitée à une intervention militaire ouverte. Jusqu'alors, les États-Unis avaient maintenu une action centrée sur le conseil, la pression politique et des opérations aériennes d'intensité croissante, mais le débarquement transforma la guerre en un conflit dans lequel l'armée américaine assumait directement et de manière visible le rôle principal dans les combats. L'accueil inattendu déconcerta les soldats. On les avait avertis qu'à leur arrivée, ils seraient probablement attaqués par les guérilleros du Viet Cong et ils descendirent donc du transport prêts pour un affrontement immédiat. Mais sur la plage, aucun ennemi ne les attendait. Seulement de jeunes Vietnamiens qui s'approchaient en souriant pour leur passer des colliers de fleurs autour du cou. Même le maire de Da Nang se présenta pour leur souhaiter la bienvenue et plusieurs journalistes américains capturèrent les images de cet événement insolite. Des banderoles écrites en anglais proclamaient « Vietnam salue les marines, nous sommes heureux de vous accueillir ». Un geste déconcertant pour des soldats qui s'attendaient à un débarquement sous le feu et qui, au contraire, se retrouvèrent dans une atmosphère momentanément festive. La mission initiale de ces marines se limitait à sécuriser le périmètre des bases aériennes et navales que les États-Unis utilisaient pour soutenir l'armée sud-vietnamienne et leurs propres opérations dans la région. L'objectif était d'empêcher les incursions du Viet Cong contre ces installations stratégiques, vitales pour les campagnes aériennes et pour le flux de ravitaillement. Cependant, cette tâche défensive s'élargit rapidement. À mesure que la présence américaine augmentait, le périmètre s'étendit et les marines commencèrent à agir au-delà des limites initiales, s'intégrant à des opérations destinées à protéger le régime sud-vietnamien par des actions plus directes et offensives. Jusqu'à l'automne 1965, les forces américaines n'avaient mené que des opérations de contre-insurrection de type hit and run, attaques rapides, ponctuelles, sans intention d'occuper un territoire ni de soutenir un combat prolongé. Il s'agissait d'incursions conçues pour harceler le Viet Cong et se retirer avant de faire face à des représailles significatives. Mais l'arrivée des marines à Da Nang inaugura un tournant définitif dans la stratégie militaire américaine. Le gouvernement de Washington et le commandement militaire, dirigé par Westmoreland, commencèrent à promouvoir des actions visant non seulement à contenir l'ennemi, mais à le détruire par des opérations de recherche et destruction qui deviendraient très vite l'axe central de la guerre terrestre. La nouvelle approche reposait sur une augmentation massive du personnel militaire. Parallèlement à l'intensification aérienne engagée après le golfe du Tonkin, le Pentagone envoya près de 200 000 hommes supplémentaires au Vietnam dans l'espoir qu'une présence écrasante modifierait l'équilibre stratégique. Cette décision découlait de la conviction que seule une intervention vaste, soutenue et agressive pourrait briser l'avancée communiste. Westmoreland insistait sur le fait que la seule manière de résoudre le conflit était d'augmenter la dose d'agressivité en renforçant chaque front disponible. Le climat politique à Washington soutenait cette position, et bien qu'il existât des doutes au sein du département de la Défense, la pression stratégique finit par s'imposer. À partir de ce moment, l'expansion des bases, des infrastructures et des centres d'opération devint une tâche prioritaire. Les bases aériennes de Da Nang, Chu Lai, Pleiku et d'autres zones du sud furent agrandies ou reconstruites pour accueillir des escadrons supplémentaires, tant de bombardiers tactiques que d'hélicoptères de transport et d'attaque. Les hélicoptères, qui deviendraient l'un des symboles visuels de la guerre, jouaient un rôle crucial. Transporter des soldats, évacuer des blessés et permettre des déplacements rapides dans un environnement géographique difficile. La rapidité avec laquelle un blessé pouvait être transféré vers un hôpital de campagne devint un facteur décisif de survie. Cependant, même les appareils marqués de la Croix-Rouge étaient fréquemment attaqués, ce qui reflétait la nature irrégulière du conflit et la présence omniprésente du Viet Cong dans les zones rurales et forestières. La multiplication des bases aériennes soutenait également la campagne de bombardement massif, conçue comme un complément direct aux opérations terrestres. Dans cette logique, l'armée de l'air américaine et la marine augmentèrent le nombre de sorties pour frapper les positions nord-vietnamiennes et ouvrir la voie aux troupes terrestres. Bien que les fragments consultés ne détaillaient pas les effets concrets sur le Vietnam du Nord en 1965,
Il montre que la politique d'escalade s'articulait simultanément dans les airs et sur terre, dans le but d'affaiblir l'ennemi dans toutes les directions. Le pouvoir destructeur de ces campagnes se refléta dans la préparation, dès 1967, de millions de tonnes d'explosifs à déverser sur le territoire vietnamien, un niveau d'intensité qui avait été rendu possible précisément par le déploiement terrestre de 1965 et l'extension des bases. L'accroissement de l'intervention incluait de nouvelles tactiques opérationnelles. La stratégie de recherche et destruction, qui se consolida après la victoire américaine dans la bataille de la vallée de Ia Drang, consistait à identifier, poursuivre et anéantir des unités du Viet Cong à travers des missions massives. Johnson et Westmoreland interprétèrent ces résultats comme la confirmation que le nombre de pertes ennemies pouvait se traduire par une victoire politique. Dans cette perspective, les marines et les bataillons de l'armée remplissaient une double fonction. D'une part, sécuriser des zones stratégiques. D'autre part, pénétrer dans des zones suspectées d'abriter une présence guérilla, les détruire et se retirer, laissant derrière eux des villages ravagés, des cultures brûlées et des populations déplacées. L'idée était de maintenir une pression constante, de mesurer le succès en fonction du nombre de corps ennemis et non du territoire contrôlé. L'expansion de ces opérations multiplia également la brutalité quotidienne du conflit. La méthode connue sous le nom de coup du Zippo consistait à s'assurer qu'aucun village présumé utilisé comme base guérilla ne reste debout. Pour cela, les marines transportèrent du combustible dans leurs casques, prêts à incendier les habitations en bois et en palme à la fin d'une attaque. La destruction systématique devint une partie intégrale de la doctrine opérationnelle, obéissant à la logique du risque zéro. Éliminer tout refuge possible, tout endroit à partir duquel le Viet Cong pourrait se réorganiser. Ainsi, l'intervention à grande échelle transforma radicalement le paysage du sud du Vietnam en 1965 et 1966, étendant les zones brûlées, les déplacements massifs et l'avancée de troupes qui se déplaçaient avec une violence croissante dans un territoire qu'elles ne pouvaient jamais contrôler complètement. L'augmentation du nombre de marines, l'ouverture de bases aériennes et l'expansion des opérations terrestres furent des décisions inscrites dans un contexte politique américain convulsif. L'arrivée initiale des marines à Da Nang, célébrée par des guirlandes offertes par de jeunes habitants, appartint au passé en quelques semaines. Le pays se transformait en un théâtre d'intervention totale avec des hélicoptères survolant les jungles, des unités terrestres pénétrant dans des villages, des bases s'agrandissant jour et nuit, et un nombre croissant de soldats qui, loin des photographies festives du débarquement, s'enfonçaient dans une guerre qui deviendrait de plus en plus sanglante et interminable. Opération Rolling Thunder, 1965 à 1968. La décision de bombarder le Vietnam du Nord commença à prendre forme à la fin de l'année 1964, lorsque Washington arriva à la conclusion qu'il serait impossible de sauver le Vietnam du Sud sans attaquer directement le Nord. En mars 1965, l'opération connue sous le nom de Rolling Thunder fut mise en marche, conçue comme une campagne de bombardement massif destinée à freiner l'infiltration communiste, à faire pression sur Hanoï et à l'obliger à modifier sa stratégie. L'aviation américaine commença à attaquer des objectifs industriels et militaires du Nord, tandis que la Maison-Blanche publiait son livre blanc accusant Hanoï d'agression directe contre le Sud. Le but déclaré était de limiter la capacité nord-vietnamienne à soutenir la guerre dans le Sud. La stratégie consistait à faire comprendre aux dirigeants communistes le coût que représenterait le maintien de leur soutien au Viet Cong. Il s'agissait de faire pression jusqu'à amener Hanoï au bord de ses possibilités ou de l'inciter à négocier. C'est pourquoi les États-Unis introduisirent simultanément des divisions aéromobiles et renforcèrent les premières opérations de recherche et de destruction au Vietnam du Sud, intégrant l'offensive aérienne dans un plan d'usure plus large. Le déploiement de 6500 marines à Da Nang marqua le moment où les États-Unis considérèrent que la guerre était entrée dans une nouvelle phase. Rolling Thunder fut conçue comme une campagne prolongée dans le temps. Elle se prolongea de 1965 à 1968, sous l'hypothèse que la puissance aérienne américaine pourrait briser la volonté de l'ennemi. Westmoreland et les commandements américains croyaient avoir trouvé la combinaison parfaite de stratégie terrestre et aérienne. Assurer des positions dans le sud
tout en frappant sans répit le nord avec des chasseurs bombardiers et des avions B-52 opérant à partir de bases dans le Pacifique. Mais ces derniers se révélèrent bientôt un échec en touchant des enclaves qui n'offraient pas de résultats stratégiques décisifs. Malgré tout, on maintint l'idée que la destruction de l'infrastructure nord-vietnamienne obligerait tôt ou tard à mettre fin à la guerre dans le sud. Malgré l'ampleur de la campagne, la restriction politique devint une caractéristique persistante de Rolling Thunder. L'administration Johnson refusa de raser le Vietnam du Nord, craignant de provoquer une intervention directe de la Chine ou de l'Union soviétique. Cela exaspéra certains secteurs militaires, en particulier le général Curtis LeMay, qui affirmait que la solution consistait à menacer de bombarder jusqu'à les ramener à l'âge de pierre l'ennemi. À ses yeux, une dévastation générale était la seule voie pour imposer la volonté américaine. Mais Johnson insistait pour maintenir un châtiment contenu, destiné à montrer la détermination sans provoquer un conflit international de plus grande envergure. La puissance aérienne possédait un attrait presque illusoire pour les commandements américains. Lancer des bombes depuis les airs semblait offrir des résultats sans assumer les risques politiques et humains d'une guerre terrestre prolongée. Certains aviateurs s'accrochaient à l'idée qu'une société vivant, selon eux, dans des structures fragiles de bambou et de coton, ne pourrait pas résister à une destruction répétée. Cependant, ces suppositions se révélèrent erronées. Les sceptiques avertissaient que le bombardement avait des limites évidentes. Il pouvait être dévastateur contre des troupes en mouvement ou des installations non blindées, mais souvent inefficace contre un ennemi retranché, dispersé et en mouvement constant, comme c'était le cas du Viet Cong et de l'armée populaire du Vietnam. Au cours des premiers mois de Rolling Thunder, l'infiltration communiste, loin de diminuer, augmenta jusqu'à atteindre 4500 hommes par mois, soit 3 fois plus que l'année précédente. McNamara informa de cette hausse, ce qui renforça à Washington l'idée que la seule réponse possible était une escalade encore plus importante. Les attaques quotidiennes contre la piste Ho Chi Minh, artère principale de l'approvisionnement communiste, furent intensifiées, passant de 50 attaques quotidiennes à plus d'une centaine. On bombarda également des objectifs proches de Hanoï et Haiphong, détruisant 50% des réserves de carburant nord-vietnamiennes. La campagne aérienne s'étendit au Laos et devint un effort soutenu pour interrompre le flux logistique vers le sud. À mesure que l'année 1965 avançait, l'intensité du conflit augmentait. Vers la fin de l'année, près de 500 avions américains lancèrent l'une des incursions les plus intenses de toute la guerre, attaquant les zones côtières, les lignes de transport et les zones d'approvisionnement. Le nombre de missions monta jusqu'à un record de 173 sorties multiples en une seule journée. Johnson interpréta cette pression constante comme une démonstration de la progression américaine. L'idée que Hanoï était chaque jour plus près de céder faisait partie du discours officiel. Mais la réalité était beaucoup plus complexe et les autorités nord-vietnamiennes ne montraient aucun signe de capituler. En 1966, Rolling Thunder persista avec une portée encore plus grande. Johnson remplaça sa dénomination interne connue sous le nom de « le broyeur » par Aile Blanche, une tentative d'adoucir la charge symbolique du terme sans modifier l'objectif, détruire l'ennemi. La guerre psychologique s'intensifia et les attaques continuèrent tant au nord que sur la piste Ho Chi Minh. Les actions aériennes nord-vietnamiennes augmentèrent aussi, comme le combat entre les MiG-16 et les avions américains en avril. Malgré ces évolutions, l'escalade américaine se révélait incapable de renverser la dynamique du conflit. Les forces communistes continuaient à s'infiltrer dans le sud et à s'adapter à l'usure aérienne avec une résilience remarquable. La prolongation indéfinie de Rolling Thunder commença à susciter des doutes même parmi ses premiers défenseurs. En 1967, McNamara souligna que la stratégie de destruction massive contredisait le concept de pacification que l'on tentait d'appliquer dans le Sud. Le nombre de soldats américains au Vietnam atteignait déjà 380 000 hommes, et les opérations terrestres, Cedar Falls en janvier et Junction City peu après, tentaient de compléter l'offensive aérienne dans un effort coordonné pour affaiblir le Viet Cong. Toutefois, ces campagnes ne parvinrent pas à désarticuler l'ennemi, ce qui accentua les incohérences de la stratégie générale. Malgré l'ampleur de la campagne, Rolling Thunder produisait des résultats minimes.
En 1967, la CIA avertit que Hanoï interprétait les restrictions américaines comme un signe de faiblesse. Les bombardiers continuèrent leurs attaques, mais sans modifier de manière décisive la capacité nord-vietnamienne de mobiliser des ressources. Certains pilotes exprimaient leur frustration en constatant que leur mission semblait destinée seulement à tester combien d'explosifs on pouvait larguer sans perturber la manière de vivre du pays. Maxwell Taylor alla jusqu'à dire que jusqu'à ce moment-là, Rolling Thunder avait été beaucoup de bruit pour rien, incapable de se traduire par une pression réelle sur l'ennemi. La résistance nord-vietnamienne ne fut pas seulement militaire, mais aussi politique. Le Premier ministre Pham Van Dong répondit à des questions américaines en affirmant qu'il continuerait à lutter 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 ans, laissant clair que les bombardements ne briseraient pas la volonté du Nord. L'approvisionnement minimal dont avait besoin la guérilla et le soutien constant de la Chine et de l'Union soviétique permirent à Hanoï de résister aux attaques, tout en étendant ses réseaux logistiques sous des jungles denses et des chaînes montagneuses difficiles à détruire depuis les airs. Au début de 1968, Rolling Thunder avait révélé son insuffisance stratégique. Les limitations politiques, les restrictions dans la sélection des objectifs, la résilience nord-vietnamienne et l'absence d'effets concrets amenèrent McNamara à conclure que la campagne était une futilité écrasante. Avant de quitter son poste, il exprima que toute victoire aérienne exigerait une dévastation incompatible avec les valeurs américaines. Johnson, pour sa part, oscillait entre montrer sa force et éviter une guerre plus large avec les puissances communistes. L'opération fut finalement suspendue en mars 1968, sans avoir atteint ses objectifs fondamentaux. La guerre de guérilla dans la jungle, 1965-1967. La jungle vietnamienne devint le théâtre décisif où la stratégie du Viet Cong trouva son plus grand avantage. Dès les premières phases de la guerre terrestre, les guérilleros développèrent un système de combat fondé sur leur profonde connaissance du terrain. Ils n'agissaient que lorsque la supériorité circonstancielle était indiscutable, évitaient le choc direct si la situation ne leur était pas favorable et disparaissaient avant que les forces américaines ne puissent les fixer. Cette logique de prudence, de frappe puis de retrait, transformait la jungle en un espace où l'initiative appartenait presque toujours au Viet Cong. La jungle n'était pas seulement le contexte du combat, elle en était l'arme principale, un environnement qui désorientait, isolait et épuisait physiquement et mentalement tout soldat qui n'y était pas habitué. La progression américaine dans ces zones engendra une guerre psychologique constante. Les patrouilles nord-américaines s'enfonçaient dans une végétation dense, sur des sentiers où l'ennemi pouvait être partout et nulle part à la fois. L'incertitude était continue, un silence soudain, une branche brisée ou une ombre pouvait signifier une embuscade immédiate. La guérilla avait la capacité de disparaître en quelques secondes, de se fragmenter en petits groupes et de se réorganiser à des kilomètres de distance. Cette omniprésence fantomatique conduisit à la perception persistante que le Viet Cong contrôlait la jungle même lorsqu'on ne le voyait pas. Le désavantage américain s'aggravait en raison de la difficulté à détecter les mouvements ennemis. Aucune technologie disponible ne pouvait neutraliser complètement le réseau de routes invisibles et d'accès camouflés que la guérilla utilisait pour se déplacer, s'approvisionner ou préparer des attaques. La jungle, humide, épaisse et infestée d'insectes et de maladies, exerçait un effet corrosif sur le moral. Le sentiment de vulnérabilité augmentait à chaque patrouille, où l'ennemi semblait définir non seulement le moment du combat, mais aussi le rythme psychologique du quotidien. La guerre dans la jungle était, avant tout, une guerre d'usure mentale prolongée. Dans ce contexte, l'expansion et le perfectionnement des tunnels de Cu Chi représentèrent l'un des éléments les plus déconcertants pour les troupes américaines. Il s'agissait de véritables villes souterraines, avec des couloirs d'1 mètre de hauteur, des cloisons, des salles de repos, des entrepôts, des cuisines, des postes de commandement, et de multiples sorties permettant aux Viet Cong d'attaquer, de disparaître et de réapparaître à un autre point du front sans laisser de traces. Pendant plus d'une décennie, ces tunnels servirent de refuge à des milliers de combattants et de civils. Les troupes nord-américaines croyaient souvent qu'elles affrontaient un nombre d'ennemis supérieur, mais le phénomène était davantage lié à la mobilité cachée qu'à une présence massive. Aux yeux des Américains, les tunnels étaient l'incarnation de l'ennemi fantôme.
Le combat en surface était tout aussi complexe. Beaucoup d'embuscades commençaient par un bref feu de harcèlement, quelques tirs ou grenades lancées depuis une cache provoquant une réponse intense de la part des troupes nord-américaines qui tiraient des centaines de projectiles vers la végétation sans obtenir de résultats visibles. Après le silence suivant, elles ne trouvaient ni cadavres ni traces permettant de reconstruire ce qui s'était passé. Cette dynamique constante renforçait l'impression que l'adversaire était intangible. Cependant, aucun aspect ne généra autant de psychose chez les soldats américains que l'usage systématique des pièges. Ces pièges formaient un réseau mortel qui transformait chaque sentier, chaque ruisseau et chaque zone d'atterrissage en un risque potentiel. Beaucoup consistaient en des grenades placées stratégiquement au sol, dans des portes, entre des racines ou enterrées superficiellement, prêtes à exploser au moindre mouvement. Même lorsqu'elles étaient relativement faciles à localiser, la tension permanente rendait chaque pas incertain. Les guérilleros en démontaient certaines pendant la journée pour permettre la mobilité des paysans et des combattants, puis les réinstallaient la nuit, multipliant le danger. Parmi les plus redoutées se trouvaient les grenades fixées à des arcs de bambou dont les fils attachés au sol s'activaient en trébuchant, projetant de la mitraille directement sur la tête du soldat. D'autres explosaient à distance grâce à un dispositif caché. Les pièges étaient également conçus pour attaquer les véhicules. Les mines placées sur les routes obligeaient les équipages des blindés à voyager sur la partie supérieure, cherchant à minimiser l'impact d'une explosion. Cette adaptation ouvrit toutefois la voie à de nouvelles tactiques du Viet Cong. Des rangées de grenades suspendues entre deux poteaux au-dessus de la route, prêtes à s'activer au passage des véhicules. Les hélicoptères, essentiels pour le déploiement et l'extraction américaine, n'échappaient pas non plus à ce danger. Autour des zones d'atterrissage, on enterrait des pieux munis de grenades reliés par des fils invisibles depuis la cabine, provoquant des explosions au moment de la descente. Les pièges Punji, quant à eux, devinrent un symbole de la terreur psychologique dans la jungle. Il s'agissait de fosses camouflées avec un faux plancher qui cédait sous le poids du soldat, le faisant tomber sur des pieux de bambou aiguisés. Ces pieux, enduits d'excréments, provoquaient de graves infections, même pour des blessures superficielles. Il existait de multiples variantes, des punjis traversant la cheville et le dessus du pied, le faux plancher, où tout le corps était touché, le fouet, un pieu propulsé qui frappait l'abdomen, le pendule, une boule de terre ou une noix de coco empoisonnée qui se balançait pour heurter le visage, ou le redouté pont-à-pieux, dont la planche cassée faisait tomber le soldat sur des pointes au fond. Toutes avaient le même objectif, immobiliser, démoraliser et générer un blessé nécessitant une attention immédiate, obligeant l'unité à arrêter son avancée. Dans les ruisseaux et cours d'eau, le Viet Cong installa d'autres types de pièges, exploitant les passages obligés du terrain. Les combattants savaient que les Américains devaient franchir ces cours d'eau fréquemment, de sorte que chaque traversée pouvait dissimuler des pieux, des grenades ou des mécanismes activés par pression. La jungle aquatique, aussi dense que la terrestre, multipliait le sentiment d'insécurité. L'effet accumulé de ces pièges fut dévastateur. Non seulement ils provoquèrent de nombreuses pertes, mais ils empêchèrent d'avancer normalement, ralentirent les opérations, usèrent la coordination des unités et détériorèrent le moral. Beaucoup d'unités américaines rapportèrent que la majorité de leurs pertes, durant certaines périodes, n'étaient pas dues à des affrontements directs, mais à des pièges explosifs. La méfiance envers le terrain devint une constante. Le témoignage de soldats, servant dans des unités de reconnaissance, raconte comment, en 60 jours, jusqu'à 20 pertes pouvaient se produire sans avoir presque jamais vu l'ennemi en face. À mesure que les Américains intensifièrent leur offensive terrestre, la guérilla perfectionna encore davantage son système de mobilité et de refuge souterrain. Les tunnels de Cu Chi continuèrent de s'étendre et leur simple existence obligeait les forces nord-américaines à employer un nombre énorme d'effectifs pour fouiller des zones où, souvent, ils ne rencontraient aucune résistance directe. La frustration face à ces résultats renforçait la sensation de combattre un ennemi insaisissable. En surface, les embuscades brèves et intenses, suivies de retraits instantanés, se combinaient avec l'usage de pièges pour ralentir l'armée américaine, l'obliger à se disperser et user sa capacité opérationnelle. L'offensive du Tet, 1968.
L'offensive du Tet commença officiellement le 30 janvier 1968, coïncidant avec le Nouvel An lunaire vietnamien, une fête sacrée durant laquelle un cessez-le-feu était traditionnellement respecté. Cependant, cette année-là, la célébration se déroula de manière totalement différente. Pendant des semaines, des centaines de guérilleros du Viet Cong s'étaient infiltrés à Saigon, dissimulés dans des camions ou déguisés en paysans, profitant du trafic intense et du chaos précédant la fête. Lorsque l'aube du 31 janvier arriva, ils étaient déjà pleinement déployés dans la ville, prêts à lancer des attaques simultanées contre les principaux points stratégiques du régime sud-vietnamien et des forces américaines. La capitale du Sud devint ainsi le nouveau théâtre d'un combat qui se reproduisait dans presque tout le pays. L'offensive ne se limita pas à Saigon. Ce fut une attaque d'une ampleur sans précédent menée par 80 000 soldats nord-vietnamiens et combattants du Viet Cong et qui s'étendit aux 36 capitales de province, à une centaine de villages et à 64 villes de district, ainsi qu'aux points névralgiques du Vietnam du Sud. Les forces communistes avaient préparé l'opération pendant des mois dans le but de détruire la structure gouvernementale du Sud, d'affaiblir la confiance de Saigon dans sa capacité défensive et de porter un coup psychologique aux États-Unis, dont le haut commandement restait persuadé que la victoire était à portée de main. Les attaques prirent par surprise les commandements américains, alors concentrés sur la bataille de Khe Sanh. Depuis la mi-mars, le Viet Cong avait abandonné des positions dans cette zone, ce qui éveilla les soupçons des marines et du haut commandement. Cette retraite pouvait ne pas être une défaite, mais une manœuvre de diversion destinée à détourner l'attention américaine du véritable objectif, l'imminente offensive du Tet. L'incertitude persista même après la fin du siège de Khe Sanh, renforçant la perception que la stratégie communiste consistait à désorienter l'adversaire. Le début officiel des combats du Tet eut lieu simultanément dans les principales villes du Sud. L'ampleur de l'attaque fut telle que le Tet fut décrit comme une offensive sanglante sans précédent dans la guerre. Bien que les commandements américains aient d'abord sous-estimé la gravité de la situation, le choc militaire et psychologique fut immédiat. Les forces communistes firent preuve d'une énergie et d'une agressivité capables de provoquer un flux constant de pertes, malgré le fait que le rapport de force avait considérablement évolué depuis les premières années du conflit. En 1965, l'armée du Vietnam du Nord ne représentait qu'un quart des forces actives dans le Sud. En 1968, sa participation atteignait 70% et continuait d'augmenter. À Saigon, les attaques touchèrent des bâtiments clés tels que le palais présidentiel, l'aéroport, les quartiers généraux et d'autres organes du gouvernement. Les rues se transformèrent en couloirs de combat où policiers militaires et soldats affrontaient des combattants infiltrés connaissant parfaitement le terrain urbain. La capacité du Viet Cong à s'infiltrer aussi profondément dans la capitale avant l'attaque démontrait une faiblesse structurelle des systèmes de sécurité de Saigon. L'une des batailles les plus emblématiques de l'offensive fut celle de Hue, où les combats se prolongèrent durant des semaines. La ville fut le théâtre de violentes confrontations maison par maison, au cours desquelles les communistes s'embûchèrent et opposèrent une résistance acharnée. Finalement, ils furent contraints de se retirer, mais l'impact psychologique et symbolique de la bataille fut immense, tant pour le Vietnam du Sud que pour les États-Unis. L'offensive avait montré qu'aucune ville du Sud n'était réellement en sécurité et que la capacité opérationnelle communiste était bien plus grande que ce que les stratèges américains avaient estimé. Alors que les combats se propageaient à travers tout le pays, la couverture de la presse internationale se concentra particulièrement sur des lieux tels que Khe Sanh, Saigon et Hue. Les correspondants étrangers manifestaient un mélange de fascination et d'inquiétude face à l'ampleur des événements. Peter Brestrup, directeur du Washington Post au Vietnam, souligna que de nombreux reporters manquaient d'informations complètes et que, après la saturation médiatique du Tet, l'intérêt mondial chuta brusquement, même au moment où commençaient à apparaître des évaluations indiquant que l'offensive avait été militairement coûteuse pour le Viet Cong. Cependant, ces nuances ne purent contrer la réaction internationale initiale qui interprétait l'offensive comme une crise sérieuse pour les États-Unis. En termes strictement militaires, l'offensive du Tet représenta une grande défaite pour le Viet Cong, qui perdit la plupart des positions occupées durant les attaques et subit de lourdes pertes. Néanmoins, la victoire psychologique fut considérable. Le coup porté au prestige américain
et l'image de vulnérabilité projetée par l'offensive eurent un impact durable. Même avant le Tet, de nombreux Sud-Vietnamiens haïssaient les communistes, mais ne faisaient pas forcément confiance à leur propre gouvernement. L'offensive accentua cette paradoxe. Elle démontra la capacité opérationnelle du Nord et exposa les faiblesses internes du Vietnam du Sud. Après les attaques, et face au choc politique à Washington, le président Johnson annonça la cessation des bombardements sur la moitié sud du territoire du Vietnam du Nord. Peu après, le 3 avril, Ho Chi Minh exprima publiquement son intention de négocier, ouvrant la voie à un processus diplomatique qui prit forme dans les semaines suivantes. Les deux gouvernements acceptèrent de participer à des discussions qui se dérouleraient à Paris, afin d'examiner les conditions dans lesquelles la campagne de bombardement pourrait cesser. Cependant, même pendant la préparation des négociations, la violence continuait au Vietnam du Sud. Les forces américaines continuaient d'être attaquées, notamment dans des points comme Khe Sanh, redevenu un foyer de combats intenses, tandis que Saigon subissait toujours le feu du Viet Cong. La conférence de Paris s'ouvrit finalement le 13 mai 1968, mais la situation politique et militaire était si complexe que les discussions ne pouvaient progresser facilement. Les États-Unis déclarèrent qu'ils ne suspendraient pas les bombardements tant que le Nord n'aurait pas retiré ses troupes du Sud, tandis que Hanoï insistait sur le fait que le Vietnam devait être considéré comme une seule nation dont l'objectif était d'expulser les forces étrangères. Le gouvernement de Saigon formula également des objections aux négociations. Il rejeta d'abord la présence du Front National de Libération, FNL, à la table, ce qui poussa Hanoï à affirmer qu'il n'accepterait pas la participation de Saigon si le FNL n'était pas admis. Sous la pression de Washington, Saigon finit par céder. À la fin de 1968, le président Johnson annonça un accord complexe et décida de mettre fin au bombardement sur le Nord le 1er novembre. Mais à ce moment-là, la dynamique politique américaine était déjà influencée par d'autres processus. Le 5 novembre, par une marge extrêmement étroite, Richard Nixon fut élu président. La perception que Washington se préparait à retirer progressivement ses troupes poussa le président Thieu à permettre finalement la présence du FNL dans la négociation, à condition que les États-Unis ne traitent directement ni avec eux ni avec Hanoï séparément. Le tournant de l'opinion publique aux États-Unis, 1968 à 1970, la société américaine cessa de faire confiance à son gouvernement lorsque la guerre du Vietnam commença à être perçue comme une erreur qui se prolongeait sans raison, et l'écart entre l'administration et la population devint de plus en plus évident. L'opposition à la guerre commença à se traduire par des protestations massives, des exigences publiques et une crise politique qui atteindrait leur point culminant entre 1968 et 1970. En août 1968, éclatèrent les émeutes de Chicago, où la police et les manifestants livrèrent une véritable bataille rangée pendant 6 jours. Le maire justifia alors l'interdiction de toute marche ou manifestation publique en affirmant qu'il était nécessaire de tranquilliser, mater les masses. Pendant ce temps, l'idée selon laquelle le Vietnam était devenu une erreur stratégique et humaine immense s'enracinait et que le gouvernement poursuivait malgré l'opposition populaire croissante. Dans ce climat, 1969 marqua l'un des moments les plus symboliques du mouvement pacifiste. Le festival de Woodstock, qui réunit environ 500 000 personnes, bien au-delà des 6 000 prévus par la police, pour proclamer un message de paix. Bien qu'il n'ait pas été organisé comme un acte strictement politique, il finit par devenir un symbole du rejet de la guerre. Cependant, le changement de président n'apporta pas la détente espérée. Avec Richard Nixon au pouvoir, la majorité silencieuse observait avec attente, mais la réalité était que le nouveau président n'était pas disposé à abandonner le conflit. Les mobilisations s'intensifièrent et des milliers de manifestants revinrent dans les rues. Le Student Mobilization Committee et le New Mobilization Committee to End the War in Vietnam réussirent à rassembler des foules pour exiger le retrait immédiat des troupes sans que cela ne se traduise par un changement concret de politique. L'opposition interne continua de croître au rythme de la guerre. Les dernières années de la décennie furent marquées par de nouvelles opérations militaires au Laos et au Cambodge, malgré la vietnamisation annoncée du conflit. L'opinion publique américaine réagit par un rejet de plus en plus solide.
Ce qui caractérisa le plus cette période fut la rupture interne au sein du mouvement antibelliciste, l'apparition de nouvelles forces de résistance et l'influence politique croissante des groupes opposés à la guerre. Cette fragmentation ne fragilisa pas la protestation, mais la multiplia, générant une présence constante de mobilisation sociale dans les universités, les places et les centres urbains de tout le pays. Face à ce scénario, durant l'été 1970, Nixon créa une commission gouvernementale chargée de traiter l'escalade de violence qui semblait s'être installée dans la société américaine. La décision survint après des épisodes dans lesquels des camions explosèrent devant des universités et où des manifestations massives se succédèrent, notamment en Californie. La réponse officielle fut énergique. La police reçut l'ordre de charger les manifestants en utilisant des gaz lacrymogènes. 2 personnes trouvèrent la mort lors de ces répressions. Quelques minutes après avoir dispersé une manifestation, des agents de police pénétrèrent dans un bar voisin et assassinèrent le journaliste Ruben Salazar du Los Angeles Times, un fait qui bouleversa le pays et accentua la sensation que le conflit ne se livrait pas seulement au Vietnam, mais aussi au sein même des États-Unis. L'indignation publique émana également des anciens combattants eux-mêmes. En avril 1971, plusieurs vétérans du Vietnam se rendirent au Capitole et jetèrent plus de 700 médailles dans ses escaliers, dans un acte de dénonciation à la fois contre la guerre et contre l'abandon dont ils se sentaient victimes de la part du gouvernement. Cette action symbolisa la rupture d'un secteur traditionnellement respecté et écouté par la classe politique. Les manifestants continuèrent d'intensifier les tactiques de pression. Ils bloquèrent le Congrès, occupèrent des espaces publics et menèrent des actions directes contre les bureaux de recrutement, où ils détruisirent des documents qu'ils considéraient essentiels au maintien de la machine militaire. Des milliers d'étudiants et d'activistes furent arrêtés lors de ces protestations qui se multipliaient au rythme de la frustration nationale croissante. L'usure politique du gouvernement s'aggrava lorsque Edward Lansdale et d'autres fonctionnaires constatèrent que la crédibilité présidentielle était en déclin. Parallèlement, des groupes universitaires organisèrent de nouvelles marches en réponse à l'escalade des bombardements au Vietnam. En 1971, les protestations se propagèrent dans les centres académiques de New York, San Francisco et Los Angeles, qui devinrent des foyers de résistance culturelle et politique. Bien que ces mobilisations n'aient plus le caractère massif des années précédentes, elles conservaient une influence considérable sur le climat social du pays. En 1972, la situation ne se calma pas. Les protestations se répandirent de nouveau lorsque Nixon annonça sa décision de miner les ports nord-vietnamiens et de lancer une nouvelle campagne de bombardement. La perception publique de la guerre continuait de se détériorer. À ce stade, nombre de manifestations ne se concentraient plus exclusivement sur la demande de retrait immédiat, mais aussi sur la dénonciation des coûts humains, économiques et moraux que le conflit imposait à la société américaine. La crise politique interne atteignit un nouveau niveau lorsque circulèrent des informations secrètes sur la conduite des gouvernements Johnson et Nixon. L'épisode qui eut le plus d'impact sur l'opinion publique fut la révélation des Pentagon Papers, divulgués par Daniel Ellsberg, analyste du département de la Défense. Ces documents dévoilaient des années de décisions gouvernementales prises hors du regard public et, dans de nombreux cas, contraires aux discours officiels transmis à la population. Ellsberg décrivait les actions présidentielles comme nettement inconstitutionnelles et avertissait du risque d'entraîner le pays vers la catastrophe. La fuite déclencha un séisme politique. Nixon exigea de la presse qu'elle cesse de publier ses rapports, mais cette réaction le transforma en l'un des grands méchants publics dans le domaine de la paix. Bien qu'il proclamât la vietnamisation et promettît de ne pas étendre la guerre, les documents démontraient qu'il maintenait un plan secret pour la poursuivre. Parmi les ordres révélés par les Pentagon Papers figuraient des instructions pour bombarder massivement des territoires ennemis, ainsi que des déclarations du président lui-même affirmant qu'il enverrait au Vietnam tout ce qui pouvait voler pour les envoyer tous en enfer. Nixon justifiait sa stratégie par la fameuse théorie du fou, qui consistait à projeter l'image d'un président prêt à pousser la situation à l'extrême, y compris avec des armes nucléaires, afin de faire plier Hanoï.
Selon certains rapports publiés plus tard, il alla jusqu'à menacer à 13 reprises d'utiliser l'armement nucléaire, mais les protestations populaires l'obligèrent à reculer. La fracture entre l'administration et la société américaine s'élargit encore, et la méfiance envers la Maison-Blanche devint un élément structurel du débat national. À la fin de 1970, la violence sociale interne continuait de s'intensifier. La commission créée par Nixon ne parvint pas à freiner les affrontements entre police et manifestants, et l'opinion publique continuait de pencher vers l'idée que la guerre devait se terminer au plus vite. La décennie s'ouvrit sur la reconnaissance générale que le conflit avait dépassé toutes les prévisions, qu'il avait profondément divisé le pays et qu'il avait détérioré l'autorité morale du gouvernement. Les protestations commencèrent à diminuer seulement lorsque Nixon annonça la fin de l'intervention américaine, bien que des groupes isolés persistèrent encore entre 1973 et 1975. Leurs revendications se concentrèrent alors sur la cessation de l'aide militaire à Saïgon et sur l'obtention d'une amnistie pour les jeunes qui avaient échappé au service militaire. Le mouvement pacifiste, dans sa forme massive, avait pris fin, mais les années 1968 à 1970 restèrent comme la période durant laquelle l'opinion publique des États-Unis changea de cap et transforma la politique interne du pays. La politique de vietnamisation de Nixon, 1969 à 1972. La Maison-Blanche affronta une contradiction stratégique fondamentale lorsque Henry Kissinger, devant le Conseil de sécurité nationale, tenta de justifier la nécessité de réduire la présence américaine au Vietnam tout en proclamant que cette réduction ne contredisait pas les objectifs généraux de l'administration. La pression nationale pour diminuer les pertes et les dépenses était devenue un impératif politique incompatible avec la poursuite du modèle militaire appliqué depuis 1965. Kissinger lui-même reconnaissait que les États-Unis ne pouvaient pas simplement quitter le Vietnam comme on change de chaîne de télévision, mais la pression publique forçait un changement profond dans la conduite du conflit. Dans ce contexte émergea la politique baptisée par le secrétaire à la Défense Melvin Laird « Vietnamisation », un tournant radical par rapport à l'approche antérieure. Jusqu'alors, les grandes batailles avaient reposé presque exclusivement sur les troupes américaines, tandis que l'armée de la République du Vietnam, ou ARVN, avait joué un rôle secondaire. Le nouveau plan prévoyait que le MACV se limiterait à soutenir et conseiller, laissant le poids du combat à l'armée sud-vietnamienne. La stratégie impliquait une restructuration totale de l'effort de guerre et cherchait à répondre à l'opinion publique américaine, de plus en plus opposée à une guerre qui absorbait des vies, des ressources et la crédibilité politique. Le 14 mai 1969, Nixon s'adressa à la nation en réaffirmant l'engagement américain envers la liberté du peuple vietnamien de choisir son propre destin. Cependant, il ajouta immédiatement que cet objectif exigeait que toutes les forces étrangères quittent le Vietnam du Sud, y compris l'armée nord-coréenne ainsi que les propres troupes américaines. Avec cette déclaration, Nixon préparait le pays à l'annonce de la première phase de retrait. Le premier résultat concret de la nouvelle stratégie fut l'ordre de retirer entre 50 et 70 000 soldats. L'administration Nixon décréta en urgence la nécessité de réduire les pertes américaines, bien que ce même mois de mai 1969 se produisit l'un des épisodes les plus controversés de la guerre, l'opération Apache Snow avec les assauts sur le mont Abbia, connu comme la colline de la Hamburguesa. Dans cette action, 72 membres de la 101e division aéroportée furent tués et des centaines blessés. La bataille cherchait à démontrer la détermination du commandement américain, mais produisit l'effet inverse. Elle accentua la fièvre anti-guerre. Le sénateur Edward Kennedy la qualifia publiquement de folie, reflétant l'écart croissant entre la stratégie militaire et l'acceptation sociale du conflit. La vietnamisation fut officialisée le 8 juin 1969 lors de la rencontre entre Nixon et le président Thieu sur l'atoll de Midway. On y convint du retrait initial de 25 000 soldats américains à partir d'août. La décision fut interprétée par certains secteurs conservateurs comme un acte de cynisme, mais elle répondait à la perception que maintenir l'énorme contingent militaire était politiquement insoutenable. À mesure que la désescalade avançait, de nouvelles pressions surgissaient. La guerre avait épuisé tant le Congrès que l'opinion publique.
Une erreur fondamentale de Westmoreland avait été de surestimer la tolérance des Américains et de sous-estimer la capacité de résistance de l'ennemi. Cela avait contribué à ce que la société perçoive la guerre comme un conflit sans résultat concret malgré les pertes subies. Le rejet croissant obligeait Nixon à accélérer le retrait sans pour autant reconnaître une défaite. Parallèlement, le gouvernement Nixon planifia des actions secrètes destinées à augmenter la pression militaire sans contredire publiquement son engagement envers la vietnamisation. En mars 1969, il ordonna des bombardements clandestins sur le Cambodge, étendus au Laos en juin. Ces opérations furent tenues secrètes devant le Congrès et l'opinion publique américaine, ce qui aggraverait ultérieurement le climat d'hostilité politique interne. Nixon justifiait cet ensemble de mesures dans un cadre stratégique plus large, dont le but était non seulement de réduire progressivement la présence militaire américaine, mais aussi d'assurer que l'ARVN soit en mesure de résister sans soutien direct au combat. Parmi les directives figurait la planification stratégique permanente, l'entraînement adéquat de l'armée sud-vietnamienne, la guerre limitée pour réduire les dépenses et les pertes humaines, ainsi que le low profile, destiné à abaisser les attentes mondiales concernant l'engagement américain. La désescalade progressive fut interprétée par divers analystes comme une vietnamisation au sens strict, une stratégie selon laquelle on commencerait à retirer les forces militaires américaines jusqu'à n'en laisser que 175 000 en 1971. Ce retrait était possible parce que Nixon avait conçu un plan structuré dont le but ultime était la sortie totale du conflit. Pour le président, la clé résidait dans 3 éléments: diminuer les effectifs et les dépenses, mesurer la capacité de représailles pour éviter une guerre nucléaire et réduire les forces conventionnelles en repliant des unités à l'étranger pour augmenter leur rapidité de réaction. Tout en se retirant, Washington devait garantir que le Viet Cong ne reprendra pas le contrôle de zones stratégiques. Selon W. Colby, fonctionnaire de la CIA, avant de se retirer, il fallait détruire la structure du Viet Cong, ce qui impliquait de continuer à bombarder l'ennemi. Cela montre la tension inhérente à la vietnamisation, se retirer tout en maintenant une pression militaire intense. L'usure politique dérivée de la guerre amena Nixon à recourir à une rhétorique agressive et répétée, souvent incongrue avec le message officiel de retrait. Cependant, les protestations populaires l'obligèrent à reculer. Le fossé entre l'administration et la société américaine s'élargissait, montrant que le retrait n'était pas un acte volontaire, mais une nécessité politique imposée par la détérioration interne. Parallèlement, sur le plan diplomatique, on avançait vers les accords de Paris. Kissinger mena des conversations avec le duc Tho, évoquant la possibilité de fixer un délai concret pour le retrait total en échange de la libération des prisonniers et de l'obtention d'un cessez-le-feu. L'administration Nixon savait que le Vietnam du Sud était une position intenable et tant Kissinger que Nixon reconnaissaient en privé que la situation ne pouvait être soutenue à long terme. Vers 1973, le gouvernement tenta finalement de limiter toute nouvelle intervention militaire. Nixon approuva une loi, initialement impulsée par lui-même, qui interdisait toute nouvelle activité de combat américaine. Ce même jour, il envoya une lettre au Congrès avertissant que si l'Indochine tombait entre les mains des communistes à cause de cette loi, la responsabilité en incomberait au Capitole. La documentation montre cependant que le retrait était une décision calculée. Nixon ne voulait plus être confronté au dilemme d'intervenir militairement en cas d'offensive finale du Nord. Expansion du conflit au Cambodge et au Laos, 1970 à 1971. Dans ce contexte, l'expansion du conflit vers le Cambodge et le Laos fut menée sous un climat de secret absolu, impulsé par l'administration Nixon alors qu'aux États-Unis on proclamait publiquement l'intention de retirer les troupes par la vietnamisation. En mars 1969, le président, avec Kissinger, autorisa des bombardements clandestins sur le Cambodge qu'il prévoyait ensuite d'étendre au Laos à partir de juin. Ces opérations furent délibérément dissimulées tant au Congrès qu'à l'opinion publique, constituant l'une des contradictions centrales entre le discours officiel et la pratique réelle de la conduite de la guerre. L'objectif déclaré en privé était de maintenir la pression sur l'ennemi tout en amorçant le retrait progressif des troupes, en veillant à ce que le Viet Cong ne reconstruise pas son appareil militaire. Comme l'affirmerait des années plus tard William Colby,
Le retrait américain ne pouvait être exécuté sans avoir d'abord détruit l'infrastructure du Viet Cong, ce qui impliquait de poursuivre les bombardements même au-delà des frontières vietnamiennes. Ainsi, le théâtre cambodgien et laotien devint une extension naturelle du champ de bataille, bien que cela ne fût jamais reconnu publiquement. Le secret ne se limitait pas à des opérations ponctuelles. Il faisait partie de ce que l'on appelait le paquet stratégique, conçu par Nixon et son cabinet, dont l'objectif était de soutenir la guerre sans que la société américaine ne perçoive une augmentation de l'effort militaire. Ces directives incluaient la guerre limitée, la réduction des effectifs visibles et le contrôle strict du flux d'informations. La nécessité de planifier en silence justifia que les bombardements sur le Cambodge et le Laos soient tenus hors de la connaissance publique, même lorsqu'ils impliquaient un usage considérable d'armements et de ressources aériennes. Ces attaques clandestines, destinées à couper les voies d'approvisionnement du Viet Cong et affaiblir ses bases dans les territoires voisins, eurent des conséquences profondes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Sur le plan politique national, elles sapèrent encore davantage la confiance des citoyens envers leur gouvernement. La révélation ultérieure de ces bombardements renforça la perception selon laquelle les présidents avaient agi de manière inconstitutionnelle et avaient délibérément trompé le pays. Les papiers du Pentagone, divulgués par Daniel Ellsberg, mirent en évidence le double discours avec lequel le conflit avait été géré, montrant que tandis qu'on promettait un retrait ordonné, on exécutait des opérations qui étendèrent la guerre. L'extension du conflit était également liée à la logique du retrait. Nixon et Kissinger savaient que réduire le nombre de troupes américaines sans affaiblir l'ennemi exigeait de frapper ses bases au Cambodge et au Laos, où se réfugiaient et se réorganisaient d'importantes unités du Viet Cong. Mais ce raisonnement entrait en contradiction directe avec le discours public de désescalade progressive, présenté comme un moyen de diminuer la dévastation. La paradoxe était évident. Plus les États-Unis retiraient de troupes, plus ils intensifiaient l'action aérienne dans les pays voisins. Le secret avait été si rigoureux que même des membres du Congrès ignoraient l'ampleur des opérations. Cette dissimulation contribua à approfondir la crise institutionnelle qui accompagna la guerre dans ces dernières années. Lorsque l'ampleur des attaques fut finalement révélée, l'idée que l'administration avait pris des décisions délibérément contraires aux intérêts nationaux, selon les termes d'Ellsberg, et qu'elle avait conduit le pays vers un conflit sans issue, se trouva renforcée. La révélation que Nixon avait même envisagé de bombarder massivement ces territoires dans le cadre d'un plan secret accroît encore l'indignation publique. Sur le plan militaire, les bombardements clandestins faisaient partie d'une stratégie visant à empêcher que le retrait américain ne précipite un effondrement immédiat du Vietnam du Sud. Lors de réunions privées, Kissinger alla jusqu'à proposer de fixer un délai concret de retrait total si Hanoï libérait des prisonniers et acceptait un cessez-le-feu. Mais il reconnaissait aussi que le Vietnam du Sud ne disposerait que d'1 année sans guerre pour se préparer. Cette vision concordait avec le jugement ultérieur selon lequel Nixon et Kissinger savaient que la situation était insoluble et qu'il n'était qu'une question de temps avant que Saïgon ne soit exposée. Les opérations au Cambodge et au Laos révélaient en outre la détérioration du commandement militaire et civil aux États-Unis. Le président, frustré, déclara à Kissinger son intention de bombarder ce foutu pays jusqu'à ce que le Congrès nous retire l'autorisation, espérant ensuite attribuer au législatif toute issue défavorable. Cette phrase montrait à quel point la guerre avait rompu la relation entre la présidence et le Congrès, ainsi que la volonté présidentielle de transférer les responsabilités. L'intensification des attaques aériennes alimenta de nouveaux cycles de violence sur le territoire américain. Manifestations, affrontements avec la police, morts de manifestants et climat de tensions politiques internes s'aggravèrent lorsque la profondeur de l'intervention secrète au Cambodge fut connue. Le mouvement pacifiste, qui bénéficiait déjà d'une forte base universitaire, vit dans ces bombardements une preuve supplémentaire que la guerre était menée sans contrôle et sans respect pour la vie humaine. Cela provoqua davantage d'arrestations, davantage de protestations et une division encore plus profonde entre le gouvernement et la société. Les répercussions humanitaires se manifestèrent également par l'incapacité croissante des vétérans à se réintégrer.
Bien que ce phénomène soit directement attribué à leur expérience au Vietnam, il faisait partie du même climat d'usure morale et psychologique généré par une guerre étendue à de multiples territoires. Beaucoup d'entre eux portaient des traumatismes profonds qui rendaient difficile leur vie professionnelle et sociale, se demandant constamment « Pourquoi moi ?» Ce sentiment d'abandon de la part du gouvernement reflétait la manière dont la guerre avait fracturé non seulement les peuples asiatiques, mais aussi la société américaine elle-même. À mesure que l'année 1971 avançait, le retrait américain laissait derrière lui une traînée de destruction qui s'étendait au-delà des frontières du Vietnam. Les opérations au Cambodge et au Laos, conçues comme un élément tactique pour soutenir la vietnamisation, avaient ouvert de nouvelles blessures, exacerbé la crise politique aux États-Unis et démontré que la guerre ne pouvait être contenue ni géographiquement ni moralement. À chaque retrait de troupes, la pression aérienne augmentait dans les pays voisins, et à chaque protestation interne, il devenait plus évident que les coûts humanitaires et politiques de cette expansion seraient durables. Offensive finale du Nord et contre-offensive du Sud, 1972. Les offensives finales de 1972 commencèrent dans un contexte où les États-Unis avaient réduit drastiquement leur présence militaire sur le terrain, laissant à l'armée sud-vietnamienne la majeure partie de l'effort de guerre. Au début de 1971, seuls 24 000 soldats américains restaient au Vietnam du Sud, et l'hémorragie du conflit avait conduit le Congrès à limiter les actions directes du pays. Cependant, ce retrait n'impliquait pas une diminution réelle de la pression militaire. Les États-Unis intensifièrent les bombardements sur le Vietnam du Nord, le Cambodge et le Laos, tout en se préparant à soutenir Saigon face à une attaque de grande envergure. Le Vietnam du Nord avait renforcé sa position en 1971 et au début de 1972 grâce au soutien soviétique et chinois. La piste Ho Chi Minh continuait de fonctionner malgré les efforts américains pour la détruire au moyen de capteurs, drones de surveillance et bombardements massifs, ciblant les goulots d'étranglement de Mujia, Ban Karai et Ban Raving. Pendant 60 jours, les B-52 et les avions tactiques attaquèrent sans relâche ces points, rendant certains tronçons impraticables. Malgré cela, le flux de ravitaillement continua d'atteindre le sud, permettant au nord de lancer en mars 1972 une offensive de grande ampleur. La soi-disant offensive de PAC éclata avec des avancées rapides dans la zone nord et sur les hauts plateaux. Les troupes nord-vietnamiennes, munies d'une artillerie abondante et de blindés, traversèrent en masse le pont de Cam Lo, obligeant les défenseurs à battre en retraite. Les derniers conseillers américains et les troupes sud-vietnamiennes abandonnèrent Quang Tri le 1er mai, et dès le lendemain, la ville fut occupée. La chute s'accompagna de scènes chaotiques, des soldats fuyant à moitié nus après avoir détruit leurs uniformes pour éviter les représailles et des officiers locaux punis comme boucs émissaires. Le commandant responsable de la défense de Quang Tri fut condamné pour désertion devant l'ennemi. Pendant que ces événements se déroulaient, à Paris, Kissinger rencontrait à nouveau le duc Tho. L'offensive modifiait la dynamique des négociations. Pour Hanoï, il était essentiel de maintenir la pression militaire afin d'influencer l'opinion publique américaine et de peser sur les pourparlers. Le duc Tho alla jusqu'à donner depuis Paris des ordres directs aux commandants sur le front, exigeant que l'intensité des combats soit maintenue pour obtenir des titres médiatiques internationaux susceptibles d'affaiblir Washington. L'ampleur de l'offensive obligea les États-Unis à renforcer immédiatement leur réponse aérienne. On autorisa alors l'opération Linebacker Prma 1, dont l'objectif était de freiner l'avancée nord-vietnamienne en détruisant ponts, dépôts, lignes ferroviaires et concentrations de troupes. L'opération réussit à stopper l'offensive du Nord dans la province de Quang Tri et limita ses gains dans d'autres régions. Après avoir capturé Quang Tri et Tan Can, les forces du Nord virent leur progrès ralentir en raison des pertes subies, dues en grande partie aux bombardements aériens. L'ARVN réorganisa ses lignes et en mai, établit une défense plus solide qui finit par contenir l'élan ennemi. Durant l'été, les troupes sud-vietnamiennes lancèrent une contre-offensive lente mais régulière pour reprendre Quang Tri. La pression américaine ne se limitait pas au champ de bataille.
Parallèlement aux opérations militaires, l'administration Nixon intensifia son activité diplomatique afin d'exploiter toute fissure au sein du bloc communiste. Après les contacts avec la Chine en 1971, Nixon visita Pékin et Moscou en 1972, cherchant à limiter le soutien extérieur dont bénéficiait le Nord. Les négociations entre Kissinger et le duc Tho progressaient en parallèle, mais Saigon refusait tout accord qui reconnaîtrait le gouvernement révolutionnaire provisoire ou la présence de troupes communistes au sud. Alors que l'offensive de Pâques se poursuivait et que la situation à Paris stagnait, Nixon décida de renforcer la pression militaire. En novembre 1972, désormais réélu, il autorisa une nouvelle campagne aérienne. L'opération Linebacker 2, une série de bombardements massifs contre Hanoï et Haiphong menés pendant 11 jours et 11 nuits en décembre. Pour la première fois, la capitale nord-vietnamienne fut bombardée à grande échelle. Au total, 100 000 bombes furent larguées et près de 2000 personnes furent tuées. L'armée de l'air américaine considéra l'opération comme son action la plus réussie jusque-là. La riposte nord-vietnamienne fut vigoureuse. Durant la campagne, jusqu'à 1000 missiles solaires MTA-2 furent tirés contre les avions américains et sud-vietnamiens. Malgré cette défense, les dégâts matériels furent dévastateurs. Toutefois, l'objectif principal n'était pas simplement de détruire des infrastructures, mais de pousser Hanoï à conclure un accord à Paris avant que l'érosion de l'opinion publique américaine ne rende politiquement impossible la poursuite de l'effort de guerre. Les offensives militaires de 1972 furent fortement influencées par la situation politique interne des États-Unis. Nixon faisait face à des protestations virulentes contre la poursuite de la guerre, et selon Kissinger, bien que le président disposât d'un soutien suffisant pour gagner les élections de 1972, il n'en avait pas assez pour gouverner. La pression populaire, l'usure morale et le nombre de pertes américaines rendaient de plus en plus urgente la recherche d'une issue négociée permettant de présenter le retrait comme une victoire politique. En même temps, l'avancée nord-vietnamienne cherchait non seulement des acquis territoriaux, mais aussi un impact psychologique. Chaque ville prise, chaque image de panique civile, chaque retrait précipité trouvait un écho immédiat dans la presse américaine. Les messages laissés par les habitants de Quang Tri à leurs proches montraient la dévastation humaine du conflit. Des enfants ne retrouvant pas leurs parents, des mères ayant perdu leurs enfants sous le feu des mortiers, des familles brisées fuyant sans direction tandis que les combats avançaient. La contre-offensive sud-vietnamienne progressa lentement durant l'été 1972. Avec l'appui aérien américain, elle parvint à stopper l'ennemi et à reprendre des positions clés. Cependant, la moitié du matériel militaire perdu cette année-là, chars, véhicules blindés, camions et artillerie, avait été abandonnée ou détruite dans le nord du pays. Cela reflétait l'ampleur de l'effort nord-vietnamien et la fragilité des forces de Saigon malgré l'appui aérien massif. Néanmoins, le manque de logistique du Nord et ses lourdes pertes l'empêchèrent de poursuivre son avance. Sur le plan diplomatique, les négociations entre Kissinger et le duc Tho continuèrent, marquées par des avancées et des reculs. À la mi-1972, il semblait qu'un accord de paix avait été atteint, mais Saigon rejeta les conditions, arguant qu'elle consacrait une division inacceptable de la souveraineté vietnamienne. Nixon répondit en augmentant l'aide militaire et en reprenant les bombardements. Au fil de l'année, la pression s'accentua sur Hanoï et Saigon. Les premiers supportant l'intensité des opérations Linebacker, les seconds conscients que Washington cherchait une sortie rapide du conflit. En avril et mai 1972, les attaques aériennes reprirent tandis que Nixon ordonnait de miner les ports et les fleuves du Vietnam du Nord, étendant encore davantage la pression militaire. Hanoï dénonça la violation du droit international, tandis que les bombardements se poursuivaient au sud de la capitale. Durant ces mois, Kissinger mena de multiples réunions secrètes avec le duc Tho pour tenter de finaliser un accord en 9 points qui serait acceptable à la fois pour Washington et pour Saigon. Mais les tensions persistaient. Saigon menaça d'invalider tout traité qui ne porterait pas sa signature, et le duc Tho rendit public un projet d'armistice qu'il affirmait être accepté par les États-Unis. L'administration Nixon nia avoir approuvé ce plan, mais la pression pour parvenir à un accord définitif devenait insoutenable. À la fin de 1972, les bombardements massifs reprirent et ne cessèrent que le 30 décembre.
Ce fut alors, après 6 jours de négociations finales, que l'accord pour un cessez-le-feu définitif et le retrait des troupes américaines fut annoncé. La signature des accords de Paris en janvier 1973 marqua la fin immédiate des opérations américaines au nord. Les bombardiers se turent, les mines commencèrent à être retirées et, avec à peine 40 000 soldats encore présents au Vietnam du Sud, le départ américain fut enclenché. Le conflit, toutefois, se poursuivit encore 2 ans, jusqu'à ce que la machine de guerre du Nord, renforcée et sans restriction sur la piste Ho Chi Minh, lance l'offensive finale qui mènerait à la chute de Saïgon. La chute de Saïgon et la fin de la guerre, 30 avril 1975. L'offensive finale qui mena à la chute de Saïgon commença à se préparer lorsque les commandements du Nord conclurent que la capitale sud-vietnamienne pouvait être prise avec une relative facilité. L'initiative stratégique revint au général Van Thien Dung, envoyé au sud pour coordonner l'ensemble de l'opération. Dès le début du mois de mars 1975, les révoltes et attaques de différentes ampleurs se multiplièrent, préparant le terrain pour une offensive plus vaste. Le 4 mars, l'armée du Nord, assistée par des guérilleros locaux, encercla des positions clés comme Pleiku et Kon Tum, affaiblissant immédiatement la structure défensive du Sud. Les autorités de Saïgon tentèrent de réorganiser leurs forces pour les concentrer sur des points considérés comme essentiels, mais la pression ennemie perturba leurs plans. L'armée sud-vietnamienne avançait de manière désorganisée, avec une direction confuse, incapable de reprendre le contrôle de la situation. Le président sud-vietnamien décréta une mobilisation générale en mars afin de contenir l'offensive, mais l'effort fut vain. Des villes d'une importance stratégique énorme commencèrent à tomber rapidement. Hue tomba le 26 mars, tandis que le 24 mars, les troupes de Thieu abandonnèrent complètement Kon Tum et Pleiku. L'armée du Nord lança des attaques vers la base d'An Ke et l'aéroport de Go Quan, avançant sans opposition effective. Le 30 mars, Da Nang tomba et 2 jours plus tard, les hauts plateaux centraux furent également perdus par le Sud. À ce moment-là, l'armée nord-vietnamienne avait occupé 16 provinces, tandis que le Viet Cong organisait déjà un gouvernement révolutionnaire provisoire. Le désespoir s'empara de Saïgon, qui implorait l'aide des États-Unis sans recevoir autre chose que de bonnes intentions. Washington ne souhaitait pas rouvrir un conflit qu'il considérait politiquement toxique et militairement insoutenable. Pendant ce temps, au sein du gouvernement communiste, on traçait la stratégie décisive. Des documents interceptés par la CIA révélaient que Hanoï n'avait aucune intention d'accepter un accord politique. Au contraire, il cherchait une victoire totale avant la fin de 1975. Les rapports indiquaient que les forces communistes étaient déterminées à continuer de frapper le gouvernement sud-vietnamien afin de détruire toute pacification rurale et d'accélérer l'effondrement définitif du Sud. Parallèlement, un message du 7 avril 1975 attribuait au général Giap l'exigence d'agir avec célérité et détermination à un moment jugé optimal pour conquérir la capitale. En outre, le plan stratégique nord-vietnamien pour 1975 se concentra sur Ban Me Thuot, capitale du plateau central. Sa localisation, entourée de plantations de café offrant une couverture naturelle, en faisait un point clé permettant de diviser le Vietnam du Sud et d'isoler les unités puissantes qui subsistaient encore au nord. Au lieu de lancer une attaque frontale immédiate, les forces du Nord choisirent d'isoler la ville en coupant les routes autour de Pleiku, au moyen d'assauts coordonnés dès les premières heures du 4 mars. Le général Van Thien Dung assuma le commandement général de ces opérations, déployant 4 divisions dans une zone où l'armée sud-vietnamienne était particulièrement faible. La stratégie visait à briser l'ennemi dans un mouvement décisif, ouvrant la voie vers Saïgon. L'offensive avança rapidement. Le Sud perdit le contrôle de presque tout son territoire en quelques semaines. À la fin du mois de mars, Hue et Da Nang étaient tombés, et le Viet Cong installa un gouvernement provisoire à Darlac. L'armée sud-vietnamienne se trouvait en retraite, désorientée, incapable de reprendre des positions ou d'établir des lignes de défense stables. Le moral s'effondra et l'usure accumulée depuis le retrait américain était évidente. Les soldats combattaient avec l'armement laissé par les États-Unis, mais affrontaient un ennemi plus nombreux, mieux coordonné et toujours à l'initiative. À ce stade,
Le Vietnam du Sud ne contrôlait plus que sa capitale, Saigon, tandis que ses dirigeants comprenaient que la fin était proche et commençaient à chercher des voies de négociation avec les communistes. Mais Hanoï n'était pas disposé à négocier. L'offensive finale était déjà décidée. Le 18 avril 1975 commença l'évacuation du personnel américain restant à Saigon. 2 semaines plus tard fut lancée l'opération Frequent Wind, chargée de coordonner la phase finale du transfert aérien des civils. Entre le 29 et le 30 avril, plus de 7000 personnes furent transportées en hélicoptère depuis différents points de la ville, y compris le toit de l'ambassade américaine, dans l'une des images les plus emblématiques de la fin de la guerre. L'ambassadeur fut le dernier citoyen américain à quitter le Vietnam. Pendant ce temps, les forces sud-vietnamiennes continuaient de résister précarieusement, sans structure de commandement cohérente. Le général Cao Van Vien ordonna de défendre les positions jusqu'au bout, mais finit par abandonner ses troupes pour fuir le pays. Un exemple suivi par le président Thieu lui-même, qui démissionna le 21 avril et disparut au moment le plus critique. La population civile vivait dans un chaos croissant. Dans les rues s'accumulaient des restes d'uniformes, symbole de la désintégration de l'armée. Les réfugiés désespérés cherchaient n'importe quel moyen de fuir, saturant les points d'évacuation et les alentours de l'ambassade américaine, où des milliers espéraient obtenir un visa ou une place dans les hélicoptères. Sur les porte-avions proches de la côte, le désespoir mena même à jeter des hélicoptères par-dessus bord pour faire de la place aux appareils, arrivant chargés d'évacuer. Les dernières heures de Saigon reflétaient un état d'effondrement total, tant militaire qu'administratif. Sur le terrain, les troupes nord-vietnamiennes avançaient sans rencontrer de résistance significative. La capitale était encerclée et les forces du Sud ne pouvaient guère s'éloigner de 15 km avant de tomber sur des unités communistes. Le 28 avril, Saigon fut attaqué de toutes les directions, sauf depuis la mer. Les unités venues du Laos, du Cambodge et de l'ancienne zone démilitarisée pénétrèrent simultanément, tandis que des colonnes blindées se frayaient un chemin vers le centre de la ville. Les chars nord-vietnamiens avançaient sur les avenues principales, surmontant les dernières défenses et poussant vers le palais présidentiel. Dans les jours précédents, de multiples signes annonçaient que la chute était imminente. Des photographies recueillies par des correspondants montraient des soldats du Nord s'approchant de Saigon sur des chars, tandis que des milliers de fugitifs fuyaient en sens inverse. Les forces du Sud, qui tentaient de maintenir la ligne de défense, étaient épuisées, mal armées et dépourvues de leadership. Certains centres de formation militaire continuèrent de fonctionner jusqu'au 28 avril, avec des cadets débattant encore de scénarios imaginaires sous l'illusion que les États-Unis ne permettraient pas la perte définitive de Saigon. Mais la décision américaine était ferme. Il n'y aurait pas de retour militaire au Vietnam. L'effondrement du gouvernement et le chaos social étaient évidents. La valeur de la piastre s'effondra, provoquant des scènes grotesques. Des étrangers disposant de dollars jouissaient de luxes abordables, tandis que la population locale sombrait dans une misère absolue. Les Américains pressaient en vain le gouvernement Thieu d'informer sa population de la gravité de la situation, mais les porte-paroles officiels continuaient d'émettre des déclarations vides qui alimentaient les rumeurs et désorientaient davantage les citoyens. La fuite massive de Vietnamiens aisés vendant leurs biens pour s'enfuir montrait à quel point la confiance en l'avenir était inexistante. Finalement, le 30 avril 1975, des unités nord-vietnamiennes entrèrent dans le palais présidentiel. Le général Duong Van Minh, qui avait pris le pouvoir dans une tentative de faciliter une transition moins traumatique, se trouvait dans son bureau en attendant les représentants du Nord pour remettre la ville. Quelques heures plus tard, les chars communistes franchirent les grilles du palais et les soldats du Nord hissèrent leurs drapeaux. La chute de Saigon marqua la fin définitive de la guerre et la réunification du pays sous un seul gouvernement.